Jérôme Powell a donc parlé à Jackson Hole. Passons en revue tous les cas possibles de politique monétaire de la Fed d'ici la fin d'année sur les réunions de septembre, octobre, novembre et l'impact sur toutes les classes d'actifs. Avertissement légal. Cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Top Gun. Alors oui, ok, très bien, Jérôme Powell a parlé. Nous l'avons tous écouté. Nous l'avons tous entendu. Je retiens que les prochains chiffres resteront décisifs pour le choix monétaire que la Fed fera en septembre, en octobre et en décembre. Il reste d'ici la fin d'année 3 décisions de politique monétaire. Plus que jamais, ce choix monétaire va compter pour les marchés financiers à un moment où, vous le savez, le S&P 500 a retrouvé ses niveaux de valorisation de la fin de l'année 2021, qui fut à l'époque le point de départ du bear market de 2022. Alors certes, pour des raisons fondamentales complètement différentes, mais je compare ici en termes de valorisation. Je vais faire court dans cette édition du Top Gun. Moins de blabla, moins de théâtre, je sais, vous me le reprochez parfois. Donc, j'ai synthétisé. Alors, Powell, je l'ai entendu comme tout le monde. Très bien. Moi, je vais faire en sorte que tout reste possible. Et oui, de toute façon, tout reste possible. Lui-même le dit. Les chiffres, les chiffres, les chiffres. L'expression favorite de la Fed, data dependent. Deux, il n'y a pas trop à attendre, puisque ça commence cette semaine avec l'inflation US PCE. L'inflation US PCE, l'indice d'inflation favori de la Fed, surtout après le PPI, les prix à la production, les prix sortis d'usine, qui étaient en surchauffe il y a 2 semaines. Vous savez que dans la façon dont est calculé le PCE, le PPI compte. Donc, est-ce qu'on aura cette semaine un PCE en surchauffe? Et puis, surtout, alors c'est vrai que lorsqu'on écoute les membres du FOMC, on a l'impression que le curseur est plus sur l'inflation. Moi, je vous dis que vraiment, maintenant, c'est balle au centre. Et même si Jérôme Powell continue, lui, de s'inquiéter de l'inflation, avec finalement cette hésitation entre ces deux objectifs, provisoire ou persistant. Provisoire ou persistant. L'effet des tarifs douaniers aura-t-il un impact provisoire sur l'inflation ou au contraire persistant? Ça, persistant, ça fait peur. Mais il y a aussi l'emploi. Et le dernier rapport NFP était compliqué. En fait, les 3 derniers, mais le dernier, vraiment, venu enfoncer le clou. Et donc, d'ici la Fed, et d'ici le 17 septembre, il reste donc l'inflation PCE du 29 août et le rapport NFP du 5 septembre. Jérôme Powell, la semaine dernière, à Jackson Hole, a dit que ces chiffres allaient compter dans le choix que fera la Fed. Alors, première partie de la vidéo, le temps fort fondamental de la semaine. Alors, comme d'habitude, l'actualité géopolitique, quelques statistiques des membres du FOMC qui causent à tout va, très bien, mais le temps fort fondamental de la semaine, c'est l'inflation PCE vendredi 29 août. Deuxième partie, c'est ça. Donc, on va regarder ce tableau en détail, j'ai mis les choses à l'écrit, et puis je vais donc vous présenter mon scénario pour le marché action, les marchés obligataires, le dollar et les cryptos. Pourquoi j'ai mis les cryptos? Parce que ça représente le risque, la perception du risque ultime. Et que c'est un marché qui est en fin de cycle. Donc c'est intéressant de voir quel impact peuvent avoir les 3 cas figures possibles, selon moi. Absence de pivot. Ça m'a fait bugger tellement c'est un scénario qui est dur. Il faut l'envisager. Il faut l'envisager. Qu'est-ce que c'est l'absence de pivot? C'est 0 baisse de taux. 0. Ni en septembre, ni en octobre, ni en décembre. 0 baisse de taux. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Un PCE qui s'emballe ce vendredi et un taux de chômage qui redroppe début septembre. Bon, pivot technique, qu'est-ce que c'est? J'en parlerai, et donc pivot réel, avec à chaque fois l'impact sur ces 4 classes d'actifs. Dans cette nouvelle édition du Top Gun, je vous parlerai aussi du rapport entre les small cap américaines et les big cap américaines. Donc l'indice Russell 2000, les 2000 petites capitalisations boursières américaines. Alors,
c'est un indice qui progressivement, de manière erratique, remonte vers son record historique, qui n'y est pas. Et dans un scénario, et notamment de pivot réel, alors je sais, ça peut paraître un peu... je suis d'accord avec vous, je ne trouve même pas les mots. Bon, illusoire, un pivot réel. Qu'est-ce que c'est un pivot réel? J'arrive, je vais vous l'expliquer. Mais dans un scénario de pivot réel, on peut envisager que les small caps finissent par rattraper leur retard d'un point de vue relatif, parce qu'elles sont quand même nettement moins chères que le S&P 500. Dans tous les cas, j'ai pas encore la réponse, mais je pense avoir trouvé l'outil pour avoir la réponse. C'est le ratio Russell 2000 sur S&P 500. Il y a donc une partie où je vais vous montrer ce ratio. Je vais vous faire une comparaison de valorisation entre les small caps américaines et les big caps américaines. Et vous allez voir que elles sont vraiment pas chères comparées au S&P 500 et comparées au secteur de la tech notamment. Et l'analyse technique s'applique très bien à ce ratio. Et un jour viendra où ce ratio se retournera à la hausse. Et là, ce sera vraiment le moment de jouer le rattrapage des small caps américaines. Mais ça va en grande partie dépendre de la Fed. Parce que ce sont des petites valeurs, la plupart d'entre elles ne font pas de bénéfices ou très peu. Elles sont hyper sensibles au cycle de crédit, au taux d'intérêt, donc à la politique monétaire de la Fed, beaucoup plus que les actions du S&P 500, beaucoup plus que les stars de la tech. La politique monétaire restrictive de la Fed depuis 2022 n'a pas empêché les stars de la tech d'atteindre des valorisations incroyables. Elles s'en foutent complètement. Elles sont très peu impactées par les taux de crédit. Plus une entreprise est petite, moins elle fait de cash, moins elle est rentable, plus elle est impactée par les taux de crédit. Donc il y a vraiment une corrélation à suivre avec la Fed et avec donc ce ratio Russell 2000 sur S&P 500. Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. 3, 2, 1, 0 les amis, c'est parti. Alors, le temps fort fondamental de la semaine, c'est l'inflation US-PCE. Vous avez vu, je perds moins de temps, directement dans le vif du sujet. La vidéo plus courte, j'espère que ça vous plaît. C'est le temps fort fondamental de la semaine. On perd pas de temps. L'ami Popo a causé la semaine dernière. Tout le monde a capté son message. Et son message, il est de dire que les chiffres vont monter. Donc, vous avez retenu 29 août, 5 septembre. 29 août, c'est ce que vous avez devant les yeux. Le fameux PCE. Pourquoi il y a une incertitude sur ce chiffre? Pourquoi? Direz-vous, le marché baigne dans l'incertitude. Ok, très bien. Pourquoi? À cause de ça. Non, pardon, à cause de ça. Voilà. US PPI, les prix à la production, le PPI qui est publié il y a 10 jours, qui nous tape un 0,9 boom et un 0,4 en version core, en grande partie parce que les entreprises donc commencent à répercuter les tarifs douaniers. Le PPI, ce sont les prix sortis d'usine. Et ce qu'il faut savoir, ce que vous devez savoir, c'est que dans la façon dont est calculé le PCE, l'indice des prix à la consommation favori de la Fed, il y a environ 30% de composantes du PPI repris directement, sans nuance, sans rien, sans modification. Juste, on prend 30% du PPI, ça va dans le PCE. Et il est en surchauffe. Alors, pourtant, le consensus est pas trop pessimiste sur le PCE, mais ce qu'il faut éviter. Donc, rappelez-vous, il y a 3 scénarios possibles pour la Fed. 3 scénarios possibles pour la Fed que je vais vous écrire dans un instant. Nos pivots, pivot technique, pivot réel, et on va voir l'impact ensuite sur les différentes classes d'actifs. Mais il faut absolument, en fait, le temps fort fondamental de la semaine, c'est ça. C'est le core PCE en mensuel. Le consensus, la dernière lecture était 0,3. Le consensus est à 0,3. Lorsque vous regardez l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, il nous annonce même plutôt un 0,18 en version nominale et un 0,26 en version sous-jacente, core. 0,26, vous savez que c'est arrondi. Donc en fait, c'est 0,3. C'est pour ça qu'il faut toujours creuser pour voir véritablement le vrai chiffre. Je vous donne un exemple. Le taux de chômage américain, il est à 4,2 dans les derniers chiffres. Mais en fait, il est à 4,24, même 244. Et donc, il est sur un nouveau record sur les derniers mois. Et ça, c'est ce qu'on ne voit pas lorsqu'il y a l'arrondi. C'est pour ça aussi qu'il y a un problème sur le marché du travail. Et que le chiffre était vraiment pas mauvais lors du dernier rapport NFP. Dans tous les cas, malgré le PPI et l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland l'intègre, il n'y a pas trop de pessimisme. Actuellement, le PCE est à 2,8 en version sous-jacente et 2,6 en nominal. Et grosso modo, ça devrait être à peu près stable en nominal et en petite hausse en version sous-jacente. Donc ça, c'est un premier chiffre. Il faut absolument éviter l'emballement, notamment pour le core PCE en version mensuelle et pour le core PCE en version nominale. Bon, ce chiffre va compter et ce chiffre va, et c'est pas le seul, et forcément, il va falloir attendre absolument le prochain rapport NFP, mais ce chiffre va permettre
à la Fed de Jérôme Powell, qui au passage, donc je vous renvoie vers le Top Gun que j'ai fait la semaine dernière, où je vous ai expliqué que on parle beaucoup de la Fed de Jérôme Powell. En fait, c'est la Fed des membres du FOMC. Le FOMC, c'est cet organe exécutif qui décide de la politique monétaire de la Fed. Vous avez donc 12 personnes, chacun ayant une voix. Jérôme Powell a une voix, Jérôme Powell n'a pas de droit de veto. Donc c'est vrai que lorsqu'on dit la Fed de Jérôme Powell, c'est parce que c'est le président, parce qu'il a une influence, rappelez-vous, sur ce que j'avais défini comme les neutres. Je vais vous remontrer le slide juste après. Et donc, lors de la dernière décision de politique monétaire, il y avait eu 2 votes pour, 10 votes contre la baisse de taux. Sauf que à partir de septembre ou peut-être octobre, on ne sait pas encore, vous avez Stéphane Miran qui a été récemment nommé par Trump qui arrive, donc ça ferait 3 pour 12, donc voilà, il faut en trouver 7. Il en manque 4. Et donc, pour convaincre, ou au contraire ne pas convaincre, ces 4 personnes de basculer dans le camp de la baisse de taux, il faut des chiffres. Il faut qu'ils puissent s'appuyer sur quelque chose de rationnel. Et pas simplement dire je vote pour la baisse de taux parce que je subis la pression de l'administration américaine. 3 cas possibles donc, no pivot, pas de pivot, pivot technique et pivot réel. Et quel impact sur les différentes classes d'actifs? Déjà, définissons ce que j'appelle donc l'absence de pivot. Mais avant cela, je vous remontre où en est donc le taux d'intérêt des fonds fédéraux américains et on va faire une comparaison avec les autres banques centrales. Le taux d'intérêt des fonds fédéraux américains ne baisse plus, n'a pas baissé de l'année. Donc vous pouvez observer qu'il y a eu un pivot d'ailleurs, c'est intéressant, c'était en septembre dernier. Rappelez-vous, c'était en septembre 2024 qu'il y a eu un jumbo Fed cut. Et d'ailleurs, ce jumbo Fed cut avait suivi en fait Jackson Hole. Nous, Jackson Hole, c'était la semaine dernière. Bon, les années ne se ressemblent pas. Il y a eu donc 3 baisses de taux, enfin 4, c'est-à-dire il y a eu 1 point de pourcentage, une fois 0,50 et ensuite 2 fois 0,25. Mais cette année 2025, la Fed n'a pas baissé les taux. Donc il n'y a pas de pivot de la Fed cette année. Et ce qui est étonnant, c'est que vous avez cette infographie qui nous vient de Bloomberg, qui vous montre l'évolution des taux d'intérêt en 2025 des différentes banques centrales. Il y a une grande majorité des banques centrales mondiales majeures a baissé les taux cette année, notamment toutes les banques centrales en Europe. Et on voit que les États-Unis, eux, c'est zéro, c'est la zone grise, c'est la zone blanche. Même le Canada a baissé ses taux. Et la Chine, la Banque d'Angleterre, la Banque Centrale Européenne, bon, la Banque Centrale du Japon, elle monte les taux, mais ils étaient à zéro, donc voilà, et puis elle a un cycle monétaire complètement différent. Mais ce qui est complètement étonnant, c'est ça, c'est cette décorrélation entre Fed, BCE, BOE, BOC, etc. Même la Banque Centrale de Nouvelle-Zélande et la Banque Centrale d'Australie ont baissé les taux. Donc là, il y a une sorte d'anomalie dans le sens où, grosso merdo, les mesures d'inflation sont les mêmes. Donc si la Fed n'a rien lâché jusqu'à présent, c'est du fait de cette incertitude sur l'adjectif. Provisoire ou persistant. Provisoire ou persistant. Si c'est un impact persistant sur l'inflation, c'est plus compliqué. Je reviens donc à mon slide. L'absence de pivot consiste donc en une courbe qui resterait plate jusqu'à la fin de l'année 2025. Ce que l'on appelle le pivot technique consiste en une baisse de taux quelque part d'ici la fin d'année, une seule, une baisse de taux dite technique, c'est-à-dire pour s'ajuster à la faiblesse du marché du travail, pour tenir compte que ça se tend un peu sur le marché du travail, mais qui n'est pas une baisse de taux qui donne le point de départ d'une série de baisses de taux. Voilà donc la différence, mais que je vous ai déjà expliqué dans le Fast and Forex et que je vous réexplique, et là on va voir l'impact. Voilà la différence entre l'absence de pivot, donc la courbe de la Fed reste plate, pivot technique, on va avoir une baisse en mode one shot pour s'ajuster au marché du travail, mais c'est juste un ajustement technique sans donner le point de départ d'une série de baisses de taux, d'un pivot réel qui consiste en une baisse de taux qui, en fait, c'est comme le principe des dominos, une baisse de taux qui en appelle d'autres. Et là, pour des raisons, alors c'est soit lié à vraiment une alerte rouge sur le marché du travail, et là, c'est pas top, ou à quelque chose de beaucoup plus équilibré entre la désinflation. Imaginons que finalement, la désinflation reste finalement juste en pause,
et que les tarifs douaniers n'aient pas d'impact majeur, à part mettre en pause, et un marché du travail qui se dégrade, ça c'est un vrai pivot pour un équilibre plus accommodant entre emploi et inflation. Ce pivot réel-là aurait un impact bullish sur le marché action. Bon. Alors, observons maintenant ce que j'estime être les cas possibles. Vous allez voir, les choses sont assez logiques, mais quand même, ça permet d'avoir un panorama global. En cas d'absence de pivot, clairement, le marché se fera piéger par ces anticipations. Pas de baisse d'auto d'ici la fin de l'année, du fait d'un combat contre une inflation qui serait persistante à cause des tarifs douaniers et d'un marché du travail encore sous contrôle. Moi, j'estime que cela aurait un impact majeur, correctif sur le S&P 500, un S&P 500 qui, je vous le rappelle, en termes de valorisation, a retrouvé pile poil son niveau de 2021. Vous avez ici le P/E de Shiller, le Cap Ratio, qui fut le point de départ à l'époque du bear market. Naturellement, les conditions sont complètement différentes. Nous étions ici en période post-Covid, avec une vague d'inflation qui n'existe pas actuellement. Mais peu importe, je compare les choses en matière de valorisation. Et eu égard au fait que le S&P 500, vous voyez bien les niveaux qu'il a atteints, et l'absence du pivot, il y aurait une correction majeure. L'impact sur les taux d'intérêt, directement, impact bullish sur les taux d'intérêt. Pas de pivot de la Fed d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce qui se passe? C'est un rebond du taux obligataire à 2 ans. Rebond du taux obligataire à 2 ans. Ça, c'est un rebond qui serait immédiat sur le rendement obligataire américain à 2 ans. Rendement obligataire américain à 2 ans qui remonterait probablement en direction du taux de la Fed. Donc qui ne baisserait pas, pourrait revenir se situer dans cette zone. Et globalement, avec l'absence de pivot, le marché du travail sous contrôle, des pressions inflationnistes, remontée aussi des taux obligataires, des taux longs, remontée des taux longs. Qui dit remontée des taux longs dit pression sur la dette publique américaine. Qui dit pression sur la dette publique américaine, pression sur les taux obligataires des entreprises. Bref, vous avez compris, S&P 500 va dropper. Ça va être vraiment difficile d'y échapper. L'impact sur le dollar américain serait celui d'un fort impact haussier. Je vous renvoie vers le Top Gun, le Fast and Forex que j'ai fait la semaine dernière. Impact haussier sur le dollar américain. Le dollar américain qui, je vous rappelle, est donc... Mais allez voir le Fast and Forex que j'ai fait la semaine dernière, est beaucoup plus complet, qui est à la fin d'une phase de baisse. Là, ce fut la première année du mandat de Donald Trump. Double divergence, dépassement de résistance. Phase de baisse, double divergence, configuration de renversement haussier. Phase de baisse, uniquement une simple divergence, toujours pas de dépassement de résistance. En cas d'absence de pivot, vous auriez un dépassement de résistance et un fort impact bullish sur le dollar américain. Et du fait des corrélations, le point de départ du fameux marché baissier bear market sur le marché des crypto-monnaies, d'une durée moyenne de 13 mois. C'est-à-dire que l'absence de pivot de la Fed d'ici la fin de l'année fait que nous sommes en fin de cycle sur Bitcoin, que nous entrons en bear market, et ce bear market a une durée de 13 mois, le fameux cycle de 4 ans. Bon, on n'est pas là pour parler crypto, mais voilà l'impact. Deuxième cas de figure, donc ça bien sûr, c'est le cas de figure que personne ne veut voir. Deuxième cas de figure, et ça va être en grande partie le prochain PCE 29 août et le NFP du 5 septembre. Deuxième possibilité, le pivot technique. Pivot technique avec plusieurs choses. Déjà, l'arrivée de Stephen Miran au sein du FOMC, qui pourra arriver dès le vote de septembre, qui donne déjà 3 voix aux baisses de taux. Il faut encore convaincre 4 neutres. Et ça devient plus crédible. D'autre part, les membres qui veulent les baisses de taux, notamment Waller et Bowman, mettent en avant la dégradation du marché du travail. Il peut y avoir des pressions, des jeux d'influence. Miran qui arrive. Bon. Un NFP qui serait pas top le 5 septembre, mais pas dégueulasse non plus. La désinflation en pause, comme d'habitude. Puis on passe une baisse d'auto pour le principe, pour s'ajuster au marché du travail. Mais derrière, l'inflation étant ce qu'elle est, il n'y en aurait pas en octobre et pas en décembre. Ou il y en a eu en octobre, mais pas en décembre. Bref, pas le point de départ d'une série de baisses de taux. Je pense qu'à ce moment-là, on peut avoir un S&P 500 en range, entre ses récents plus hauts et le niveau des 5800 points, entre ses récents plus hauts et le niveau des 5800 points.
sur le taux obligataire américain à 2 ans, eh bien, ça va rester globalement stable autour de la moyenne mobile à 200 jours, autour des niveaux actuels, autour de 4,5%. Vous aurez une hausse modérée du prix des obligations, une hausse modérée du prix des obligations, en particulier donc du fait de cette dégradation du marché du travail, voilà, mais vraiment hausse modérée, probablement un dollar américain qui resterait dans une phase de range, donc à plat, sans faire de nouveau plus bas, mais sans valider de renversement haussier. Et le pivot technique peut avoir un impact neutre à légèrement bullish sur le marché des crypto-monnaies, car l'on sait que le cycle de 4 ans est censé se terminer vers octobre-novembre sur le cours du BTC, et donc peut-être aller terminer ce cycle de 4 ans avant d'entrer en bear market. Dans tous les cas, bear market majeur qui est attendu pour l'année 2026. Et ensuite, vous avez le cas de figure du pivot réel. Le pivot réel, c'est la Fed qui, je ne dis pas panique, mais c'est la Fed qui comprend qu'elle a un train de retard. C'est la Fed qui réalise que, mince, vous savez que ce qu'on dit, c'est que lorsque le taux de chômage augmente, lorsque je viens après illustrer pour le marché du travail, lorsque le taux de chômage augmente, lorsque le nombre de chômeurs augmente en millions de personnes, c'est qu'en général, l'économie est déjà en ralentissement depuis 6 à 9 mois. Donc, là, en millions de personnes, on est sur un plus haut de 4 ans. Le taux de chômage est à 4,24. Le U6 est beaucoup plus haut. 3 rapports NFP consécutifs sous 100 000 créations d'emplois. Or, il faut 100 000 créations d'emplois pour absorber les nouvelles arrivées dans la population active. Bref, pivot réel en mode alerte rouge sur le marché du travail, mais en même temps une désinflation qui est en pause, parce que si le marché du travail se tend, la masse salariale va croître moins vite, ça va bloquer, en fait, ça va maintenir la désinflation à plat. Ça va neutraliser les effets des tarifs douaniers, qui en plus ont un effet marginal pour le moment. Ça met la désinflation à plat. Et donc dans ce cas de figure d'alerte rouge, orange rouge sur le marché du travail, et d'un PCE qui reste autour des 2,8-3% en annuel, peut permettre à la Fed de passer 3, peut-être 4 baisses de taux d'ici la fin d'année. Mécaniquement, c'est quelque chose qui est actuellement un scénario qui est plutôt minoritaire, mais l'impact serait bullish pour les actifs risqués. C'est ce qu'il manque pour faire un dernier plus haut. La libération, toutes les banques centrales majeures ont fait ça. Elles ont enchaîné les baisses de taux. La Fed, non. C'est la banque centrale majeure. Si elle le fait, c'est ce qui peut permettre aux actifs risqués de faire un dernier push final avant une année 2026 que je vois corrective. Et donc, ça permettrait au S&P 500 d'aller chercher les 6700 points, qui sont, rappelez-vous, l'objectif de cours des analystes financiers basés sur les fondamentaux, puis aussi des cibles techniques. Directement impact baisse des taux courts et des taux longs. Surtout la baisse des taux courts. Les taux longs, c'est plus compliqué, il y a l'aspect dette publique, etc. Mais dans tous les cas, un pivot réel entraînerait un rebond significatif du prix des obligations. Rebond significatif du prix des obligations, ne serait-ce que parce que l'alerte rouge sur le marché du travail crée un déplacement des capitaux, flight to quality, du marché action vers le marché obligataire. Les capitaux vont aller sur le marché obligataire en cas de dégradation majeure du marché du travail. Donc, le pivot réel, c'est un peu plus de hausse sur le S&P 500, mais un fort rebond du prix des obligations. Et pour le coup, la poursuite de la tendance haussière du dollar américain, qui je pense pourrait aller chercher les 95 points sur le DXY. Et ce pivot réel permettrait de terminer le cycle du cours du Bitcoin sur un nouveau sommet vers octobre-novembre, avant d'entrer en bear market en 2026. Donc, vous avez bien compris qu'effectivement, il y a ce que Jérôme Powell, il y a l'aspect, donc il y a tout ce que Jérôme Powell a dit la semaine dernière, j'entends bien, mais il y a aussi le fait que l'incertitude reste forte et que les prochains chiffres vont compter. Et donc, j'espère vous avoir présenté ici les cas qui sont possibles. Les cas qui sont possibles. Et pour, maintenant, mon avis un peu sur tout ça, ce scénario-là me paraît représenter un tel risque pour le système financier américain que j'y crois pas. Oh, c'est même pas le S&P 500. Oui, on sait, les fonds de retraite américains, le S&P 500. Bien sûr que ça compte. Non, non. Le risque, pour moi, il est sur la dette publique américaine. Ce scénario-là
représente un tel risque pour la dette publique américaine que la Fed ne peut pas prendre ce risque. Donc, est-ce que mon opinion vous intéresse? Moi, sur ces 3 scénarios possibles, j'écarte le no pivot. Je me concentrerai davantage sur le pivot technique et le pivot réel. Et ça, le choix, je le ferai comme tout le monde en fonction des prochains chiffres. Et je m'orienterai donc davantage vers l'un de ces deux scénarios. Donc là, je vous remontre les membres du FOMC, le Top Gun de la semaine dernière, on a beaucoup parlé, vous avez compris, il faut 7 voix sur 12 pour que les choses puissent bouger au sein du FOMC. Plus que jamais, pour la décision de politique monétaire du 17 septembre prochain, oui, le PCE du 29 août va compter, mais c'est surtout le rapport NFP du 5 septembre qui va avoir un rôle majeur. Pourquoi? Parce que 3 rapports NFP consécutifs avec moins de 100 000 créations d'emplois, il en faut 100 000 pour absorber les nouvelles arrivées dans la population active, parce que le taux de chômage est à 4,20%, mais en fait il est à 4,24% sans l'arrondi, qu'il y a 7 236 000 chômeurs au plus haut depuis 4 ans, et qu'on n'est pas loin de faire un nouveau plus haut, que vous avez un taux de chômage U6 qui est proche des 8%, donc finalement, quant à savoir s'il y aura un pivot technique ou un pivot réel, je pense que c'est vraiment ces chiffres du marché du travail qui vont avoir un impact décisif. Enfin, je commence à introduire doucement, je ne dis pas qu'il faut acheter les small caps américaines, d'accord? Au contraire, je voulais faire juste un petit aperçu. À un moment où le S&P 500, je vous ai montré sa valorisation tout à l'heure, a retrouvé ses records de valorisation depuis 2021. Vous avez ici une comparaison de valorisation entre le S&P 500 et le Russell 2000. Les 2000 petites capitalisations boursières américaines et le S&P 500. En termes, alors là j'ai pris le Price Earning Ratio TTM, 12 Trading Months. Voilà. Le SP500 est hyper cher par rapport à sa moyenne. Le Russell 2000, il est dans sa moyenne. Ce que je veux dire, c'est que dans un cas de figure d'un pivot réel, les petites valeurs sont hypersensibles au cycle de crédit, au coût de l'argent. Les stars de la tech s'en fichent quasiment royalement. Dans un cas de figure qui verrait un pivot réel, je ne sais pas si ça aura lieu, attendez-vous à un rattrapage significatif des actions du Russell 2000 et donc des small caps américaines. Et c'est donc pourquoi je pense qu'il faut mettre sous très haute surveillance le ratio entre les small caps américaines et le S&P 500. Et là, vous avez un graphique avec 25 ans d'historique. Ce ratio arrive en zone basse. Peut-être qu'il faut rentrer à l'intérieur avant de se retourner. Mais le jour où ce ratio se retourne à la hausse, vous aurez un signal majeur de surperformance des small caps américaines sur les big caps. Russell 2000 sur S&P 500. Je mets donc sous très haute surveillance ce ratio et je vous en ferai donc le suivi chaque semaine dans le Top Gun. J'espère que cette nouvelle édition du Top Gun vous a plu, que la présentation de ces scénarios prospectifs vous semble intéressante. Et vous, alors, je vais faire le youtubeur. Quel choix faites-vous? Dites-le moi. Nos pivots, pivot technique ou pivot réel? Merci à tous.